Vous écoutez les podcasts de Wati. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Abdourahmane Diop. Bonjour Abdourahmane. Bonjour Fadel. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Alors c'est Abdourahmane Diop, je suis ingénieur agroéconomiste de formation et je travaille dans le domaine du financement et du développement des chaînes de valeur agricole. Abdourahmane, j'ai cette question qui trotte dans la tête depuis assez longtemps. Pourquoi dit-on que l'agriculture est le futur pour le Sénégal? Alors très bonne question, je pense que moi je ne parlerai pas seulement en fait, de futur. Donc, pour moi, l'alimentation c'est quelque chose qui ne sera jamais révolu parce que en tant qu'humain, je pense que la première chose à laquelle on pense lorsqu'on se réveille, c'est de pouvoir s'alimenter. L'alimentation, c'est important parce que je pense que d'un point de vue statistique déjà, aujourd'hui, si on nous dit que 60% des Sénégalais travaillent dans le secteur agricole, donc on peut vraiment être convaincu du fait que ça soit le futur, mais surtout le présent aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de défis qui ne peuvent être réglés que par le secteur agricole. On parle beaucoup de chômage des jeunes, on parle de la question également de l'alimentation, donc du fait que le Sénégal, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir satisfaire ses besoins alimentaires, a besoin d'importer ces aliments, que ce soit du lait, que ce soit du blé. Donc beaucoup de produits aujourd'hui qui sont consommés quotidiennement par les Sénégalais qui sont obligés d'être importés. Je crois fermement en tout cas que l'agriculture c'est déjà le présent avant même qu'on puisse parler de futur. On voit cependant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui délaissent l'agriculture pour autre chose, pour l'exode rural, qui quittent les milieux ruraux pour aller en ville à la recherche d'opportunités dans d'autres secteurs. Pourquoi il y a cet abandon? Alors cet abandon, je pense qu'il faut l'analyser sur plusieurs angles. Déjà, le fait en tout cas que cette agriculture, qu'on puisse dire qu'elle puisse occuper donc 60% de la population, n'arrive pas encore à nourrir les paysans, pourtant qui sont les premiers pourvoyeurs d'aliments, les producteurs d'aliments dans le monde, mais qui paradoxalement sont les plus pauvres et qui se trouvent en milieu rural où ces jeunes-là n'ont pas souvent accès aux différentes opportunités que l'on retrouve peut-être en milieu urbain en termes de diversité des opportunités qu'il y a, et donc sont tentés justement de tenter l'aventure en milieu urbain et pour pouvoir explorer en tout cas d'autres opportunités qu'il y a. Le deuxième aspect, c'est l'aspect également du foncier, qui est un point qui est très important. On a vu qu'avec l'urbanisation, justement, les ressources foncières sont en train de diminuer, et donc qui parle de diminution des ressources foncières, parle également de difficulté d'accès même des jeunes à la ressource foncière. Et donc ces jeunes-là qui n'ont pas les ressources qu'il faut pour pouvoir produire. Et en matière de financement, ce qu'on voit également, c'est que les jeunes ont une double barrière, en tout cas si on regarde un peu les difficultés des jeunes à avoir accès au financement. C'est déjà leur âge qui présente en tout cas du manque d'expérience de leur part, et aussi le fait qu'aujourd'hui la question foncière est une barrière. Mais le plus important également, c'est l'aptitude même de ces jeunes à pouvoir épargner, pour pouvoir investir dans des activités génératrices de revenus. Faire en sorte en tout cas que ces jeunes n'ont pas en tout cas les conditions nécessaires pour pouvoir aujourd'hui mieux s'épanouir dans le milieu rural, que ce soit pour des activités de production, de transformation et d'autres activités en tout cas qui demandent un certain niveau de ressources pour pouvoir démarrer en tout cas une activité. Ces jeunes-là désertent dans le milieu rural, mais lorsque tu parles de la question du foncier, c'est une question qui n'est pas seulement présente en milieu rural, jusqu'en milieu urbain. Ici à Dakar, il y a une grande réduction des zones agricoles. Crois-tu que d'ici 50 ans, d'ici 25 ans, Dakar sera encore une terre agricole? Alors, c'est une importante question, et justement, moi j'ai eu la chance, en tout cas, l'année passée, d'avoir mené une étude justement sur l'agriculture urbaine et périurbaine au niveau de Dakar. Et cette question-là, en tout cas, m'intéresse beaucoup.
cette question du foncier, surtout en milieu urbain, parce que pour moi, c'est important qu'on puisse conserver ce caractère hybride que Dakar a. Donc, aussi bien une capitale qui est très urbaine, mais aussi qui a des poches de ruralité. Et donc, pour moi, c'est important de conserver ces espaces ruraux qui existent dans la ville, du fait qu'il y a beaucoup d'avantages que ça a. Premièrement, le caractère écologique, en tout cas en étant plus ou moins des poumons verts pour une ville qui est vraiment très urbanisée, qui est très polluée. Et deuxièmement, également, le fait que ça permet en tout cas d'avoir une production qui est vraiment très proche des marchés, très proche des consommateurs de Dakar qui peuvent en tout cas absorber toute cette production. On voit l'exemple avec l'Indène dans la ville de Rufisque qui contribue à nourrir les Dakarois avec beaucoup de produits maraîchers, mais qui contribue aussi à donner des emplois stables à une grande partie de la population. Absolument, absolument, absolument. L'Indène est une zone que j'ai particulièrement visitée à plusieurs reprises, donc dans le cadre de cette étude-là. Et ce qu'on voit déjà en fait en termes de statistiques, quand on nous dit que dans cette zone-là, il y a quand même 1,6 milliard de chiffre d'affaires qui est généré chaque année à partir de la production, qui permet aussi de rémunérer des jeunes, des femmes dans la production. En tout cas, c'est important de pouvoir conserver ce genre de zone-là parce que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire que Dakar a. Et si en tout cas on fait en sorte que le bâtiment prenne tous ces espaces agricoles-là, je pense que c'est une grande perte. Et pour moi, pouvoir imaginer en tout cas Dakar en 2040, qu'est-ce que ça va être l'Indène, qu'est-ce que ça va Rufisque, donc qui concentre en tout cas la majorité des espaces agricoles. Je pense que ça ne sera que ce qu'on en fera. Et là-dessus, c'est pourquoi pour moi c'est important de réfléchir en termes de système alimentaire, pour vraiment voir en tant qu'acteur qu'est-ce qu'on peut faire nous tous en tant qu'acteur, qu'on soit un consommateur, qu'on soit un producteur, qu'on soit une autorité municipale, qu'on soit le chef de l'État, qu'on soit le ministre, qui a tout un tas en tout cas de questions qu'on doit se poser. À ISL Agri, vous travaillez sur la digitalisation, mais vous travaillez aussi sur un autre sujet qui est l'emploi des jeunes et l'accompagnement des jeunes qui veulent s'investir dans le milieu agricole. Pourquoi c'est une chose importante? Je pense que je vais revenir en fait sur un point qu'on a développé, c'est-à-dire aujourd'hui l'intérêt d'accompagner les jeunes pour préparer justement, comme je disais, cette transition générationnelle qu'il y aura dans le secteur agricole. Tu peux revenir sur cette notion de transition générationnelle dans le secteur de l'agriculture? Alors, quand je parle de transition générationnelle, je pense en tout cas au fait qu'aujourd'hui, il y a un passage en tout cas naturel qui se fait d'ailleurs entre peut-être la vieille génération et la jeune génération qui doit donc hériter des terres, hériter également des industries de transformation, hériter également donc du troupeau. Et donc on a besoin de préparer cette génération-là à pouvoir faire face aux nouveaux défis qui sont en train de s'organiser. Parce que le secteur agricole est de telle sorte qu'aujourd'hui, au niveau, les actions qui se passent au niveau national ont forcément des répercussions sur le niveau local. Et donc c'est important que ces jeunes-là qui viennent dans le secteur agricole puissent être conscients des nouveaux enjeux et de pouvoir voir comment concrètement eux, ils peuvent en tout cas faire face à ce nouveau défi-là. Le second aspect également qu'on voit qui se développe beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'urbains, beaucoup de citadins en tout cas, qui souhaitent aujourd'hui investir dans le secteur agricole. Et cette génération en tout cas de néo-agriculteurs, il faudra justement également les accompagner à ce qu'ils puissent déjà comprendre ce secteur-là et pouvoir voir comment et sur où en tout cas investir aujourd'hui au Sénégal dans le secteur agricole. Alors il y a peut-être certains de cette génération-là qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent investir dans le secteur agricole? Quelles sont les premières actions à mener pour toutes ces personnes-là qui veulent entrer dans le secteur agricole, mais qui ne sont pas exploitants agricoles d'héritage ou de nature et qui veulent quand même être dans ce secteur?
Donc, par rapport à en tout cas toutes ces personnes qui veulent investir dans le secteur agricole et qui, pour la plupart des cas, en tout cas, ne savent pas par où commencer parce que ça peut être un secteur nouveau et donc on n'a pas forcément les prérequis qu'il faut pour y aller. Et donc, c'est justement là où c'est important peut-être de se faire accompagner parce que je pense qu'il y a un certain nombre de structures et d'institutions ici qui délivrent en tout cas des services d'accompagnement pour les agriculteurs ou bien en tout cas les investisseurs qui souhaitent en tout cas investir dans le secteur agricole. Et donc c'est important peut-être dans un premier temps de se faire accompagner. Et une fois en tout cas que c'est clair, je pense que l'élément le plus important déjà c'est le foncier. Donc pouvoir trouver en tout cas des ressources foncières qui vous permettent de produire. De pouvoir trouver également des ressources hydriques parce que c'est un point qui est très important. Je pense que sans eau, ça peut être très difficile en tout cas de pouvoir, c'est impossible même de pouvoir en tout cas produire des ressources en eau. Et une fois en tout cas qu'on a sécurisé les ressources, et les ressources humaines également, qui sont un point qui est très important. Parce que l'agriculture, c'est d'abord des ressources, c'est aussi des connaissances que si on ne les a pas, donc en tant qu'entrepreneur investisseur, on peut en tout cas se faire accompagner par des structures qui sont là pour accompagner ceux qui veulent investir dans le secteur agricole. Une fois qu'on a ces ressources-là, maintenant, c'est de vraiment pouvoir planifier la chose. Donc, parce que et ce qui est très important, c'est également ne pas y aller avec fougue, parce que voilà, on sait que on peut vous dire que le piment ça va apporter tant, ça apporte beaucoup, donc et top, vous y allez avec tous vos moyens. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Je recommandais plutôt d'y aller vraiment pas à pas et de ne pas. Justement, quelles sont les chaînes de valeur qui sont les plus importantes ou les plus intéressantes à intégrer pour un nouveau exploitant agricole? Alors, déjà, moi, le premier aspect que je dis souvent, c'est qu'il ne faudrait pas être seulement focus sur la production, parce que c'est question de chaîne de valeur agricole. Et il y a beaucoup de maillons, en tout cas aujourd'hui, où il y a encore des opportunités qui ne sont pas encore exploitées. Je pense au transport, je pense à la conservation des produits, parce qu'on voit que c'est une problématique qui est très importante. Et qui est la cause en tout cas de pertes post-récolte énormes qu'on constate souvent dans le domaine de la commercialisation, surtout des produits maraîchers, en cas de surproduction. Donc il y a beaucoup de difficultés pour les agriculteurs de pouvoir aujourd'hui trouver des espaces pour conserver leurs produits et donc s'attendre à un relèvement du niveau des prix pour pouvoir commercialiser beaucoup plus sereinement. Et sur le domaine également des semences et des intrants, parce que voilà, si on regarde en termes de semences, en termes d'intrants, il y a beaucoup qui est importé et qu'on pourrait justement aujourd'hui travailler véritablement sur une industrie de la semence, une industrie également des intrants, et pour faire en sorte, en tout cas, parce que c'est des milliers d'agriculteurs qui consomment, qui achètent donc chaque année 2 à 3 fois même des semences maraîchères, et qui sont pour la plupart importés. Et donc, justement, ces jeunes-là qui veulent investir dans le secteur agricole, je leur conseille souvent qu'il ne faudrait pas, en tout cas, voir seulement donc, le maillon de la production. Les autres maillons également sont là, à investir, ou sur lesquels, en tout cas, on peut investir. Des exemples de spéculation sur lesquels investir. Donc, moi, ces derniers mois, j'ai beaucoup plus travaillé sur la banane au Sénégal, donc qui se fait principalement au niveau de Tambacounda, ou en tout cas il y a des défis. Bon, le premier argument que je vais donner peut-être à un jeune pour investir dans le secteur de la banane, c'est que aujourd'hui on importe au moins 5 à 6 milliards par année. 5 à 6 milliards quand même. Par année, donc exactement, pour pouvoir aujourd'hui satisfaire la demande en banane. Parce qu'on n'en produit pas assez et les terres sont là, l'eau est là pour pouvoir en tout cas satisfaire cette demande-là. Et donc c'est des secteurs qui sont là et pas seulement sur la production parce que si vous prenez depuis le vitro qui est utilisé comme matériel végétal jusqu'à la commercialisation, il y a encore des opportunités qui sont là, qui sont encore faiblement exploitées. Et donc pour moi, si on a cette vue assez
assez large du secteur agricole, il y a quand même des créneaux assez porteurs sur lesquels investir. Alors, sur le plan de la formation, pour les jeunes qui veulent s'investir, enfin qui veulent se former dans le domaine de l'agriculture, pourrais-tu nous dire, et peut-être à travers ton parcours, quelles sont les formations qui sont disponibles, mais aussi quelles sont les formations du futur dans ce milieu? Aujourd'hui, je pense, si je devais orienter en tout cas en matière de type de formation, de thématiques de formation qui vont être très importants, je pense qu'il faut regarder du côté des défis qui nous attendent aujourd'hui. C'est de pouvoir produire dans les quantités qu'il faut pour pouvoir satisfaire une demande croissante, mais tout ça dans le durable. Et je pense que la question de l'agroécologie, on en parle beaucoup. C'est même une volonté politique aujourd'hui à travers donc, la transition agroécologique que l'État du Sénégal compte mettre en œuvre. Et donc justement, c'est important aujourd'hui d'aller vraiment vers cette thématique de formation sur la transition agroécologique, mais aussi le changement climatique. C'est également un point qui est très important, qu'il faudrait prendre en charge aussi. Comment aujourd'hui transformer nos systèmes de production, nos systèmes alimentaires, pour qu'ils puissent en tout cas intégrer cet enjeu de changement climatique. Et la question du financement, parce qu'il faudra nécessairement trouver également des modèles de financement, parce que comme on le dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc il faudrait trouver des modèles de financement qui puissent s'adapter donc aux nouveaux enjeux, et surtout des financements on parle de financement climatique, on parle du financement vert. Et aussi du financement qui est axé sur les petits producteurs. Absolument, qui est un point qui est très important aussi. Donc le financement qui puisse s'adapter vraiment aux petits producteurs avec tout l'enjeu qu'il y a derrière, et surtout pouvoir en tout cas orienter plus les banques aujourd'hui à aller vers ce secteur-là, à pouvoir financer ce secteur-là, à sortir un peu des habitudes de financement qu'on a l'habitude donc de voir. Et le point également important en matière de thématique, je pense de plus en plus il faudra intégrer aujourd'hui le digital, qui est un outil incontournable, en tout cas qui va s'intégrer dans le système de production. Ma dernière question, quel sera le rôle de la jeunesse pour faire advenir cette transition écologique, agroécologique dont tu parles? Alors, le premier rôle pour moi de ces jeunes-là sera de conscientiser et de pouvoir porter ce combat-là. Parce que c'est véritablement un changement, une transition, on l'a dit. On sait que les transitions, ce n'est jamais gagné d'avance, parce qu'il faut d'abord convaincre en tout cas les acteurs que c'est le moment de faire la transition, parce que c'est vrai que, en tout cas, les pays qui l'ont compris très tôt sont orientés vers cette transition-là, et donc orientent leur politique agricole vers cette transition-là, avec toute une industrie, on va dire, qui permettent la mise en place de cette transition-là. Et donc pour moi, les jeunes, ils sont dans l'information, parce que c'est des jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, qui donc informent tous les acteurs de ces systèmes alimentaires-là pour qu'ils puissent en tout cas intégrer aujourd'hui cette transition agroécologique-là. Elle est également dans l'action, parce que voilà, on a vu en tout cas une génération d'agripreneurs qui sont aujourd'hui très présents dans les chaînes de valeur, que ça soit donc la production de fraises, que ça soit aujourd'hui la production d'intrants avec donc le biodigesteur, que ça soit également voilà tous les domaines en tout cas qui sont aujourd'hui pris en tout cas d'assaut par les agripreneurs. Et donc ces actions-là, prenant en compte en tout cas la transition agroécologique, vont certainement également orienter donc les politiques à en tout cas avoir beaucoup plus d'actions qui vont vers cette agroécologie-là. Et donc à travers l'agripreneuriat, à travers donc les informations, je pense que les jeunes auront un rôle déterminant à jouer
aujourd'hui dans cette transition agroécologique, parce qu'elle sera portée justement par les jeunes pour moi. Il n'y a pas en tout cas de doute là-dessus. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.